Alexandre Morin-Villouellette. Journaliste dévoué, il n'a pas peur de se brûler. Il touche à tous les sujets chauds de l'actualité. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Luc, on n'avait pas droit à la cravate pour Volodymyr Zelensky, mais on avait fait un petit effort hier avec un petit col de chemise quand même pour se présenter à la Maison-Blanche. Et le Don semble avoir apprécié, alors qu'une rencontre s'est mieux passée que ce qu'on aurait pu espérer, selon tout ce qu'on peut voir, Luc. Voilà, c'est pas une rencontre qui a été inutile, loin de là. On est encore loin du compte, remarque. Mais effectivement, si on compare avec un peu plus tôt cette année, quand Volodymyr Zelensky s'est présenté à la Maison-Blanche, ben, le ton était beaucoup plus cordial. C'est resté entre Donald Trump et Zelensky particulièrement, donc courtois, sympathique. Écoute, on n'était pas avec un tapis rouge, on n'a pas forcé les militaires à s'agenouiller devant Zelensky comme on le fait avec Poutine, mais on a eu droit à un meilleur traitement et même une blague de la part de Volodymyr Zelensky à l'endroit d'un pseudo-journaliste qui lui avait reproché justement sa tenue vestimentaire la fois précédente. Donc, Zelensky lui a répondu du tac au tac hier, ben vous voyez, moi j'ai changé, vous portez le même costume que la dernière fois. Donc, petite blague en passant, Donald Trump avait servi en pâture à Zelensky d'ailleurs, ce journaliste en lui disant, mais c'est la personne qui vous a relancé la dernière fois. Donc, Zelensky a saisi la balle au bon. Tout ça en même temps, c'est un peu du cirque. On n'était pas là pour parler de tenue vestimentaire de Zelensky, mais c'est quand même, là où c'est important, c'est qu'à la fois dans le ton et dans sa façon de s'habiller, c'est clair qu'autour de Zelensky ou M. Zelensky lui-même, on a bien pris note de ce qu'il avait à choper la première fois. Puis comme tant de gens qui négocient avec Donald Trump, bon, on s'est un peu adapté. D'ailleurs, une des choses que j'ai remarquées hier, c'est à quel point, même si on ne s'entend pas sur grand-chose jusqu'à maintenant, tout le monde a pris la peine de remercier Donald Trump hier. Donc, on sait qu'il aime bien, c'est presque comique, si ce n'était pas si dramatique sur le terrain, de voir que il faut le flatter comme ça. Hein? Faut faire une petite genuflexion, faut presque lui embrasser la main au passage. Mais tout le monde a pris la peine de bien disposer le président d'abord et avant tout. Puis ensuite, on a jasé d'un certain nombre de choses. Vas-y, Alexandre, tu allais me relancer. Oh, ouais, j'allais te relancer en disant, parce que là, tu parlais de, tu sais, il y a des éléments de cirque, il y a des éléments de vraie politique dans tout ça. Voilà. À quel point un appel, là, tout d'un coup, rencontre avec les dirigeants européens, plein milieu, dring, téléphone sonne, hey, excusez, c'est Vlad, ça a deux, faut que j'aille lui parler. Trump se lève, va parler à Vladimir Poutine au téléphone en plein milieu de la rencontre. Je voulais voir comment tu avais interprété ça. Est-ce qu'on est dans le cirque ou on est dans de la vraie politique ou un peu des deux là-dessus? Ben voilà, par exemple, je reviens sur ta question, mais la première chose, j'essayais de voir, parce que je me disais, moi, je me souviens pas de ça. Donc, j'ai essayé de voir dans les médias, chez les analystes, chroniqueurs américains, mais européens, combien de fois c'est arrivé qu'on déplace autant de monde aussi vite? On parle de chef d'État, là. Donc, on est parti sur les chapeaux de roue pour aller rencontrer Donald Trump. On a préparé un accueil dernière minute pour tout ce monde-là. Donc, quand on dit il y a une partie cirque ou il y a une partie là, un peu spectaculaire, mais en même temps, c'est un geste très, très fort. Donc, on peut dire il y a un effet, on fait ça pour de l'effet. Mais en même temps, déplacer autant de monde, là, on devine qu'un chef d'État, un premier ministre, un président, ça a énormément de choses dans son agenda. Puis là, tout le monde dans les avions, on s'en va à Washington. Donc, c'est un message très fort qu'on envoie. De l'autre côté, je pense, pour répondre à ta question directement, que le message est aussi fort. C'est-à-dire qu'on a beau essayer d'entraîner Donald Trump à l'écart ou d'entraîner Donald Trump, de le distraire un peu de Vladimir Poutine n'est jamais très loin dans ses pensées. Et ça nous permet de souffler le chaud et le froid sur cette rencontre-là. C'est que, visiblement, en parlant à Vladimir Poutine, il y a une pression qu'on exerce sur les Européens et sur Volodymyr Zelensky pour accélérer la cadence, accélérer le rythme. Et ce qui reste à régler, d'abord, c'est presque tout, c'est énorme. Ouais. Et ça ne peut pas se régler rapidement à moins de concessions majeures de Volodymyr Zelensky.
on ne sentait pas qu'il y avait une façon de régler ça. Donc, c'est peut-être un premier pas vers effectivement une rencontre tripartite. Il y aurait Trump, il y aurait Poutine, il y aurait, bien entendu, cette fois-ci, Volodymyr Zelensky. Les Européens, eux, espèrent même qu'on sera 4 autour de la table, qu'il y aura au moins une voix européenne dans la pièce quand on va négocier ça. Et quand je dis que ce qu'on va négocier, c'est énorme, c'est qu'hier, on a essentiellement, je diviserais ça en 2 grandes catégories de discussions de sujets qu'on a abordés. Dans un premier temps, il y a ces fameuses garanties de sécurité. Madame Meloni, par exemple, italienne, a dit moi, j'imagine quelque chose qui pourrait ressembler à l'article 5 de la Charte de l'OTAN. L'article 5, c'est ce qui dit une attaque contre un membre de l'OTAN, c'est une attaque contre tous les autres membres. Mais ça ne signifie pas qu'on va aller sur le terrain immédiatement. Ça signifie que on est rendu à un niveau d'alerte pour les pays membres et qu'ensuite, ça va être laissé à la discrétion de chaque pays. Comment on va intervenir aussi, on va intervenir. Donc, je suis pas certain que Volodymyr Zelensky entende parler de garantie de sécurité. Ça, il est content. C'est le genre de choses que Vladimir Poutine n'a jamais abordé depuis le début. Les conditions, c'est vous nous donnez les territoires qu'on veut, puis vous ne joignez jamais l'OTAN. Donc, c'était très, très, très loin comme départ dans les négociations. Donc, ça, c'est positif, mais ça demeure très flou. Puis ensuite, le crunch, ou la partie plus difficile, qu'est-ce qu'on exige de Zelensky en échange d'un engagement de sécurité? Donc, on le sait, quand on regarde sur la carte, Vladimir Poutine veut des territoires sur lesquels les Russes n'ont même pas encore la mainmise. Donc, non seulement on va très, très, très loin sur le terrain, c'est-à-dire qu'on va chercher la Crimée, un petit peu au nord de la Crimée. On parlait même d'Odessa, qui est le principal port, là, si vous regardez au sud de l'Ukraine. Puis ensuite, il y a toute la partie est avec le Donbass, où les Russes ont des prétentions, donc, comme je disais, sur des territoires qu'ils n'ont même pas encore conquis. Ils avancent lentement ces jours-ci sur le territoire, parce qu'en passant, on continue à attaquer l'Ukraine pendant qu'on discute. Donc, ça, c'est l'autre chose qui est importante. Il n'y a pas de cessez-le-feu, puis il n'y a pas de le temps qu'on se parle, on va mettre ça sur pause. C'est on continue les progrès sur le terrain. Donc, moi, je pense que ça ne peut qu'être long, des négociations comme celle-là. Ça ne peut pas se faire en accélérant. Et Vladimir Poutine, peu importe l'issue, au moment où on se parle, il obtient ce qu'il souhaite. Il voulait du temps. Il veut continuer sa progression sur le terrain. Donc, oui, soulignons l'effort de Donald Trump, soulignons l'effort des Européens, mais c'est encore la Russie qui clairement semble avoir le beau jeu dans ce dossier-là. En tout cas, à court terme, à partir de ce qu'on a vu hier. Donc, on verra si on est capable d'accélérer. Puis si on peut avoir, moi j'aime bien l'expression, est-ce qu'on peut avoir une paix juste pour l'Ukraine? Moi, j'ai pas entendu rien hier qui me laissait penser que l'Ukraine va avoir droit à une paix juste. Ouais. L'Ukraine qui a été trahie à de multiples reprises d'ailleurs avant 2025. Ouais, ça va être tout est à faire encore dans ce dossier-là, même si ça progresse, tout reste à faire ou presque. Là, on est loin de la coupe aux lèvres. Et pendant ce temps-là, le dossier que notre bon vieux Donald essaie d'oublier, d'écarter, de masquer à tout prix, l'affaire Epstein, ça se poursuit, ça reprend aujourd'hui alors qu'on va avoir un premier partage d'informations du côté du ministère de la Justice sur ce qu'on sait là, dans cette affaire-là. Ça, c'est le supplice de la goutte. Chaque jour, depuis maintenant 3 semaines au moins, presque un mois, le dossier Epstein revient dans l'actualité. Et là, c'est important parce que c'est une commission de la Chambre des représentants qui avait dit au département de la justice, normalement, le Congrès, on a presque tendance à l'oublier sous Donald Trump, mais le Congrès a des pouvoirs énormes. Donc, là, c'est une commission de la Chambre des représentants qui a dit à la procureure générale au département de la justice, nous, on veut les voir, ces dossiers-là, les dossiers Epstein. Et la réponse du département de la justice était, on va les partager, on vous les envoie, les documents, mais écoutez, il y en a tellement, ça va être long. Donc, on commence aujourd'hui à partager ces documents. Est-ce que c'est vrai qu'on ne pouvait pas procéder plus rapidement qu'on ne le fait maintenant? Ça m'étonne un peu comme première réponse. Mais il y a du nouveau et ça garde ça, surtout pour Donald Trump, ce qui est dramatique, c'est que ça garde ça dans l'actualité. C'est un dossier sale, il n'y a rien de propre, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Rien d'intéressant au sens politique à récupérer. Pour lui, il n'y a qu'un prix politique.
Et en même temps, pardon, cette démarche-là s'accompagne. Il y a des gens qui avaient été assignés à comparaître, cités à comparaître. On avait beaucoup parlé de Bill Clinton, par exemple, d'anciens procureurs généraux des États-Unis qui ont vu passer le dossier Epstein. Donc, on va avoir de gros noms et ça débutait hier. Donc, les documents commencent à rentrer aujourd'hui. Et hier, on avait William Barr, qui est l'ancien procureur général de Donald Trump. Essentiellement, ce que M. Barr a dit, il n'a pas répondu aux journalistes, mais il a répondu donc aux questions hier en disant moi, je me rappelle pas avoir vu quelque chose d'incriminant là-dedans pour Donald Trump. Donc, il dit, je me rappelle pas du dossier Epstein ou dans les opérations là, qui étaient illégales. On parle de trafic humain, trafic des jeunes filles, pédophilie. Donc, dans ce cas-ci, lui a dit hier sous serment, moi, je me rappelle pas avoir rien vu concernant Donald Trump. Donc, ce n'est le début. Puis retenons au plan politique que c'est le boulet que va traîner Donald Trump pendant un bon moment encore parce qu'il y a beaucoup de républicains, comme les démocrates, qui souhaitent en savoir beaucoup plus puis idéalement aller au fond de cette histoire-là. Ouais, puis c'est difficile avec le peu d'informations qui filtrent de s'en sortir de cette histoire-là parce qu'on va continuer à spéculer tant qu'il n'y aura pas des réponses claires dans ce dossier-là. Voilà, exactement. D'un côté comme de l'autre de l'allée. Un gros merci, Luc. On se reparle demain là, de ces élus démocrates au Texas. C'est un dossier que j'ai hâte qu'on aborde ensemble. Oui, c'est vrai. Ils sont de retour au travail. Bonne journée.